Bonjour chers curieux de l'histoire, j'espère que vous allez bien. On continue notre série sur l'état des lieux du parc des blindés ukrainiens. Précédemment, je vous avais fait un point détaillé sur les blindés les plus légers, les IMV. Et bien aujourd'hui, on va étudier l'autre côté du spectre, les blindés les plus lourds, c'est-à-dire les chars. Et si vous êtes abonné depuis un certain temps sur cette chaîne, vous aurez pu vous rendre compte que j'ai comme une sorte de passion particulière pour cet engin, auquel j'ai déjà consacré de nombreuses séries, notamment sur ceux de la Seconde Guerre mondiale. Alors que ce soit l'histoire chaotique des chars italiens jusqu'en 1943, vous avez également la série sur les chars polonais, celle sur l'histoire tragique des forces mécanisées roumaines essorées jusqu'en mai 1945, l'histoire des chars belges, tournée entièrement depuis le musée militaire royal de Bruxelles, et enfin celle sur les chars hongrois. Parce que je sais que à chaque vidéo que je publie, il y a des gens qui me demandent mais quand est-ce que tu vas la terminer celle-là? Ça demande beaucoup de temps, elle est en préparation, soyez patients, ça arrivera. Et je me suis souvent demandé, mais pourquoi cette attirance pour cet engin, alors qu'il n'est pas que personnel, je le vois bien lors des défilés, le public est particulièrement captivé quand vient le tour des chars. Eh bien, je pense que c'est parce qu'au final, cet engin représente un parfait concentré des trois invariants de la tactique, la puissance de feu, la protection et la mobilité. La puissance de feu, c'est-à-dire le canon bien sûr, mais aussi son système de conduite de tir, le STC, avec son optronique, les viseurs, les capteurs qui constituent les yeux, et le calculateur balistique qui représente le cerveau, et dont l'ensemble facilite la détection et l'acquisition de la cible, ainsi qu'une plus grande rapidité et précision du tir. La protection, qui recouvre aussi bien le blindage passif de la caisse et de la tourelle, dont la résistance dépend de son épaisseur, de sa composition et de sa géométrie, ainsi que le blindage réactif, ou ERA en anglais, faisant son apparition dans les années 70-80, appelé ainsi car il est constitué de briques dont le contact avec une munition provoque une explosion, diminuant la puissance de frappe du projectile, épargnant ainsi au mieux le blindage passif. Enfin, la mobilité qui se détermine par la puissance du moteur, son rapport au poids du char, ainsi que les chenilles. Et retenez bien ces trois éléments car ils seront indispensables pour comprendre cette vidéo qui, pour ne pas être trop longue, va être coupée en deux. Cette première partie est dédiée à l'histoire des chars ukrainiens de 1991 à 2022. On va remonter jusqu'à la chute de l'URSS, voir de quoi est constituée cette flotte de chars ukrainiens, son évolution dans les années 90, 2000 et 2010, en passant par la guerre du Donbass en 2014 et 2015, et je terminerai cette vidéo par un état des lieux complet des forces cuirassées ukrainiennes, unité par unité. Une rétrospective qui est indispensable pour comprendre la situation des chars ukrainiens en ce début d'année 2026. Et tout ça de manière parfaitement documentée et sourcée comme j'ai pu vous le montrer dans la première vidéo. Allez, c'est parti. 24 août 1991, c'est le jour de l'indépendance de l'Ukraine, validé par un référendum le 1er décembre de la même année, obtenant la majorité partout, même en Crimée. C'est la naissance d'un État, mais c'est aussi celle de son armée. Les ZSU, Zbrojny Sily Ukraini, les forces armées de l'Ukraine. Dans cet ouvrage d'Adrien Fontanellas, sorti en septembre 2025, nous en retrace l'histoire depuis ses premiers jours jusqu'à début 2025. Un des ouvrages sur lesquels je me suis appuyé, que je vous conseille fortement et sur lequel je ferai bientôt une vidéo. D'un point de vue matériel, cette jeune armée hérite d'un stock d'armes considérable, puisque stationnée en Ukraine, d'immenses forces soviétiques réparties entre les districts militaires de Kiev, d'Odessa et surtout des Carpates, avec par exemple la 6e armée de chars à Dnipro ou la 8e armée de chars de la garde à Jitomir. Tout ce contingent constituant le deuxième échelon des troupes soviétiques après celles stationnées dans les pays du pacte de Varsovie. C'est ce qui explique qu'en 1991, l'Ukraine s'est retrouvée à la tête d'un parc colossal de 6500 chars, actifs ou en dépôt, un nombre déclaré par les Ukrainiens eux-mêmes dans le cadre du traité sur les forces conventionnelles en Europe de 1990, visant à la réduction générale des armements sur le continent. C'est donc tout simplement la 4e plus grande flotte de chars au monde, après celle des États-Unis, de la Russie et de la Chine. L'Ukraine n'hérite pas seulement d'une armada impressionnante de chars, mais aussi d'un complexe militaro-industriel duquel était issu 1/5 de la production militaire de l'URSS, constitué de l'usine des blindés de Lviv, celle de Kiev et surtout du cluster blindé de Kharkiv constitué du bureau d'études Morozov et de l'usine Malichev, la seule du pays apte à fabriquer des chars, dont presque tous les modèles soviétiques sont sortis de ces chaînes, T-34, T-55 et surtout des T-64 avant de se convertir au T-80.
Mais de quel modèle est constituée cette flotte de chars ukrainiens? Alors, je n'ai pas réussi à mettre la main sur le Mitari Balance de l'ISS de l'année 1992, mais sur celui de l'année 1994, qui nous donne les chiffres suivants. Selon lui, l'Ukraine disposait en 1994 d'un total de 5380 chars, dont 1400 placés en réserve dans les dépôts. 1030 T-55, 285 T-62, 2400 T-64, 1320 T-72 et 345 T-80. Alors je serai très bref sur les T-55 et les T-62, déjà presque tous déjà placés en réserve en dépôt avant 1991, ne servant plus pour quelques-uns que pour les écoles de pilotage. Le T-64 forme au contraire l'ossature des forces blindées ukrainiennes. À sa sortie dans les années 1960, il est en avant sur son temps, puisqu'il est le premier char soviétique à utiliser un chargeur automatique et à être doté d'un blindage combinant acier et céramique, tout en ayant un châssis moins volumineux que son prédécesseur le T-54, grâce à un moteur plus compact, le 5TDF de 760 chevaux. Vous pouvez reconnaître un T-64 assez facilement grâce à ses petits galets qui lui sont propres et à son projecteur IR situé sur la gauche de la tourelle, contrairement aux autres modèles. Plus performant que son cousin le T-62, le T-64 est un petit peu le char de type occidental. C'est-à-dire qu'il privilégie la qualité à la masse car il est aussi plus coûteux, d'où un nombre produit moins important. 8000 tout de même pour la version A de 1965 à 1975, 1200 pour la version B entre 1976 et 1982. La différence principale entre les deux étant que le B a la capacité de tirer le missile anti-char Cobra. À partir de 1985, ces derniers se voient ajouter un blindage réactif constitué de briques contact 1, d'où la dénomination de T-64BV, le V signifiant en russe explosif. Il faut savoir que le T-64 n'a été produit que dans l'usine de Malichev à Kharkiv de 1969 à 1987, si bien qu'à la dislocation de l'URSS en 1991, la Russie perd les brevets de fabrication du T-64 au profit de l'Ukraine. L'autre grand groupe de chars que l'on retrouve dans l'inventaire ukrainien en 1991 sont les T-72. Plus rustique que le T-64 et donc plus simple à produire aussi et d'un apprentissage plus facile. Plusieurs versions du T-72 sont présentes. Vous avez celle du T-72A, produite de 1979 à 1985, fiable, une silhouette basse, une bonne mobilité. Il reprend le canon 2A46 et le chargeur automatique du T-64, mais repose par contre sur 6 nouveaux galets plus solides et un train de roulement moins coûteux. On y trouve également des T-72B apparus en 1985 sur la base du A, mais avec une protection renforcée grâce à la fois à un blindage composite rendant les joues de la tourelle plus volumineuses et à un blindage réactif contact 1 dont la disposition verticale et horizontale des briques sur la tourelle permet de le reconnaître. Le T-72B a aussi de nouveaux galets avec 6 encoches au lieu des 8 du T-72A, dont une partie a été reconvertie en T-72B, ce qui signifiait le remplacement de la tourelle. Mais comme cela coûtait cher et immobilisait les usines les empêchant donc de produire d'autres chars, l'URSS a développé en parallèle une version modernisée low cost du T-72A, le T-72AV, dont la seule modernisation significative, comme son V l'indique, est d'être recouvert de plus de 300 briques de blindage réactif, telles des écailles, et ce qui permet de le reconnaître facilement. J'ajoute que, contrairement au T-64, le projecteur infrarouge est positionné à la droite de l'arc de la tourelle. L'Ukraine hérite également de T-80, que l'on peut distinguer facilement par ses galets creux et l'épiscope du pilote à 3 panneaux. Des T-80 qui sont d'une part de la version BV, qui comme pour le T-64 représente en fait des T-80B convertis à partir de 1985 au blindage réactif contact 1, et d'autre part de la version UD, que l'on reconnaît par les bandes de caoutchouc couvrant l'espace entre la tourelle et la cellule. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'URSS produisait déjà le T-80U, U signifiant en russe modernisé, car il s'est vu doté du ERA Contact 5. Mais cette version du T-80 avait le défaut d'être équipée de la turbine GTD 1250 au prix élevé et à la consommation excessive. C'est pourquoi le bureau Morozov a proposé une version avec le retour d'un moteur à piston opposé de 1000 chevaux, le 6TD1, un moteur diesel, d'où le D de T-80UD, qui est produit uniquement par Malichev à 500 exemplaires à partir de 1987. Un stock de chars considérable donc. Mais durant les années 1990, l'Ukraine connaît une évolution économique désastreuse, parallèle à celle de la Russie où l'on parle de décennie noire. Conséquence du choc de la reconversion brutale d'une économie collectivisée au libéralisme qui provoque une chute du PIB de 60%. Et même si le début des années 2000 représente un rebond, la crise de 2008 replonge le pays dans les pires difficultés.
Cette situation économique a des répercussions directes sur les forces armées ukrainiennes, dont le budget devient une simple marge d'ajustement pour le gouvernement. Un budget de la défense qui se contracte tellement qu'il ne représente plus que 1,3% du PIB en 1998 et même 0,79% en 2009. Fontanellas parle d'une armée de miséreux. Et étant donné que l'État a déjà des difficultés à financer les $400 que coûte le fonctionnement et l'entretien de chaque tank par jour, pas question de passer de nouvelles commandes massives de cet engin. Si bien que le complexe Malichev, qui produit encore 800 T-80 sur la seule année 1991, n'en assemble plus que 46 de 1991 à 1996. Une baisse spectaculaire de la production qui est illustrée par un témoignage que j'ai retrouvé dans l'un de mes vieux raids datant de 2009, celui d'un ingénieur du JAT envoyé en Ukraine en novembre 1992 car il avait reçu l'autorisation de visiter les locaux de Malichev. Alors, je vous passe les détails de cette visite où il a été reçu par une cinquantaine de personnes encore imprégnées du soviétisme. Ce qui l'étonne beaucoup lorsqu'il visite les halles d'usinage et d'assemblage, c'est la vétusté des machines-outils et surtout la faible activité. Une faiblesse de l'activité qui devient dramatique en 1996 lorsque l'Ukraine cesse tout simplement de produire des chars. Ce qui me permet de répondre tout de suite à une question qu'on me pose souvent. Est-ce que l'Ukraine produit actuellement des chars ? La réponse est non. Elle en est incapable. Et ce n'est pas tendu à des facteurs actuels comme le bombardement de l'usine Malichev, la destruction de l'usine d'instruments d'Izium ou encore l'occupation du complexe sidérurgique de Mariupol qui produisait l'acier pour les blindés. Non, cette incapacité à produire des chars est bien antérieure au conflit russo-ukrainien, puisque faute de commandes publiques pendant un quart de siècle, la production a été délaissée trop longtemps, ce qui s'est traduit par de la perte de compétences de Malichev et de ses sous-traitants. Et lorsque le conflit commence en 2014, il est trop tard. Et cela aurait dû servir d'exemple à la France qui n'a plus produit de chars depuis 15 ans, avec la fermeture des chaînes de production du Leclerc en 2009, et dont on n'est pas sûr qu'elle sache produire aujourd'hui la totalité d'un char, notamment en ce qui concerne le bloc moteur. Je vous renvoie à l'étude passionnante de l'IFRI menée par Léo Perra-Peigné et qui consacre toute une partie à ce sujet. Afin de gagner des financements, l'État ukrainien en est réduit à vendre une partie de son parc tel quel, sans upgrade ou presque, en préservant cependant ses T-64. En cela, le contrat de 650 millions de dollars signé en 1996 avec le Pakistan, portant sur la vente et la modernisation de 320 T-80UD, soit 90% des chars de ce modèle possédés par l'Ukraine, livrés de 1996 à 2002, est salvateur et va permettre à l'entreprise de maintenir certaines des compétences. Ce qui est ironique, c'est que c'est la vente par la Russie de T-90 à l'Inde qui a poussé le Pakistan à acheter ses chars à l'Ukraine. Autrement dit, c'est la Russie qui a sauvé indirectement la société Malichev. Des ventes qui se font aussi surtout à destination de l'Afrique subsaharienne. Par exemple, en 1998, l'Ouganda reçoit 90 chars de type ancien, alors probablement des T-55, et pas forcément en bon état puisque les Ougandais déplorent que seulement 8 soient opérationnels. En 2006, c'est un cargo qui décharge 20 T-55 en République démocratique du Congo et 20 T-72 suivent en 2010. Le 25 septembre 2008, des pirates somaliens détournent un navire transportant de l'armement, dont 33 T-72 à destination du Kenya. En 2011, l'Éthiopie signe un contrat de 100 millions de dollars pour l'achat de 200 T-72, dont la livraison est assurée jusqu'en 2013. L'Europe aussi a bénéficié du déstockage ukrainien, à l'image des 31 T-72 vendus à la Macédoine en 2001 pour une bouchée de pain, à peine 100 000 dollars l'unité, les mêmes qui seront redonnés par ce pays en 2023 à l'Ukraine, bouclons la boucle. Cette véritable brocante explique que selon les données du CIPRI, l'Ukraine figure durant les années 90 et le début des années 2000 parmi les 10 plus grands exportateurs d'armes conventionnelles. Des ventes qui vont générer des bénéfices dont une partie va être injectée par l'État dans l'innovation. Mais devant l'absence de commandes de nouveaux chars par l'État ukrainien et incapable de proposer de nouveaux modèles face à une concurrence mondiale féroce, l'usine Malichev, pour se sauver de la faillite, décide de se spécialiser dans le rétrofit, c'est-à-dire la revalorisation et la modernisation de vieux chars soviétiques dans les 3 domaines que j'ai cités tout à l'heure, la puissance de feu, la protection et la mobilité. Mais pour cela, elle doit d'abord surmonter un problème de taille.
L'Ukraine n'est pas totalement autonome dans l'élaboration de chars. Certes, durant la période soviétique, elle produisait des cellules, mais certains éléments comme la tourelle, le canon et bien d'autres composants étaient fabriqués en Russie. Or, la restriction de l'approvisionnement de ces éléments, qui existait déjà dès l'indépendance en 1991, se transforme en véritable embargo de la Russie suite à la vente des T-80UD au Pakistan. Moscou considérant cela comme une concurrence qui risquait de faire perdre des marchés à son T-90, et parce que le T-80UD comporte aussi des composants russes. C'est pourquoi, dès 1991, l'État ukrainien lance un programme de substitution de tous ses composants par des solutions nationales destinées à lui garantir une autonomie. C'est ainsi que les différentes versions du canon 2A46 équipant la plupart des chars ukrainiens est remplacé par le KBA-3 développé par le bureau de Morozov et produit par l'usine Malichev. Le calculateur balistique et le chargeur automatique sortent maintenant de Khartron, une société du secteur aérospatial basée à Kharkiv. Les éléments hydrauliques permettant la rotation de la tourelle, le pointage du canon et la suspension deviennent l'affaire de Fed, une autre entreprise de l'aérospatiale de Kharkiv. L'optronique soviétique est remplacée par des éléments provenant de l'usine d'instruments d'Izium comme le viseur de nuit TPN-AM 4923. Quant à la tourelle coulée d'un seul tenant, elle est abandonnée en 1996 au profit de la tourelle mécano-soudée, à partir de plaques de blindage laminées, plus faciles à produire, moins coûteuses et pourtant plus résistantes et plus adaptées à l'intégration d'un blindage réactif. Une partie des T-80UD vendus au Pakistan en sont équipés. Enfin, le blindage réactif Contact 5 est remplacé par le plus efficace blindage Noj, conçu en 1997 par le bureau Morozov et produit par Microtech. Alors le nom de Noj, qui signifie couteau en ukrainien, est à propos car il est constitué de modules dont les charges explosent au contact d'un obus, projetant contre lui des plaques à haute vitesse, telles des lames de rasoir qui le cisaillent et limitent son impact sur le blindage passif. Sa version améliorée, le Duplet, développé au début des années 2000, reprend le même principe mais empile plusieurs couches pour mieux lutter contre les charges tandem. Ces solutions nationales de remplacement vont permettre au bureau Morozov de proposer à l'export des kits modulaires d'amélioration pour chars soviétiques anciens, T-55, T-62 et T-72, que l'on retrouve en très grand nombre dans une soixantaine de pays. Un marché potentiel vaste donc, d'autant plus que ces kits sont bon marché, puisqu'ils ne nécessitent pas de ramener le char jusqu'en Ukraine, c'est du plug and play, c'est-à-dire qu'ils peuvent être installés directement et facilement dans les pays acheteurs. Le premier kit AG est présenté sur le T-72 à l'IDEX de 1997. C'est une modernisation légère puisqu'elle ne propose pas d'autochargeur, mais juste l'ajout d'un blindage réactif Noj et du canon KBM-1 de 125 mm, ainsi que le remplacement du moteur soviétique V55 de 580 chevaux par le plus petit et moins lourd et pourtant plus puissant 5 TDF de 850 chevaux du T-64. Ce kit ne trouve pas d'acquéreur, il est alors présenté ensuite sur le T-62 en 2002. Il a intéressé un temps l'Égypte qui le teste en 2009 avant que le renversement de Moubarak suite au printemps arabe en 2011 ne mette fin au processus. En 2003, c'est le kit AGM qui est présenté sur le T-55 à l'IDF d'Ankara. Il se distingue de l'AG par l'ajout d'un chargeur automatique, d'une meilleure suspension et d'un système de contrôle de tir. Ce qui ne suffit pas puisque seul le Pérou en fait l'achat en 2005, donnant naissance au Typhoon 2. On peut donc dire que ces kits sont relativement un échec à l'international. Mais ces éléments développés par l'industrie ukrainienne vont permettre à Kiev de moderniser son propre parc de chars. En effet, entre 1991 et 1999, le bureau Morozov planche sur une version améliorée du T-64B, un char complètement obsolète, mais dont l'Ukraine dispose d'un stock important. Le but de cette revalorisation est de le porter au niveau du T-80UD en le dotant de certains de ses éléments. Deux variantes finissent même par être proposées, le T-64BM et le T-64BM2, le M signifiant modernisé. À première vue, ils semblent assez identiques. Tous deux sont équipés du canon KBA-3 de 125 mm et de l'autochargeur du T-80UD. Ils sont également recouverts du blindage Noj sur le glacis, sur les flancs avant ainsi que sur le toit et l'arc avant de la tourelle, qui, prolongés par des panneaux en caoutchouc épais pour protéger la bague, donne à celle-ci une impression de soucoupe. Pour compenser les 3 tonnes supplémentaires dues à ce regain de blindage, tous deux voient leur moteur 5 TDF de 700 chevaux remplacé par le 5 TDFM de 850 chevaux. Alors ce qui reste insuffisant et qui fait que l'un comme l'autre souffre d'une sous-motorisation provoquant régulièrement une surchauffe du moteur. De plus, le poids des modules du blindage Noj déséquilibre le char vers l'avant et tire sur les amortisseurs. Des défauts qui poseront problème lors de la guerre du Donbass, même s'ils sont en partie compensés par des avantages.
une consommation raisonnable, de bonnes chenilles et un faible entretien nécessaire du train de roulement. Alors ce qui distingue les deux depuis l'extérieur, c'est d'abord la présence d'un mât capteur de vent sur le T64BM, mais surtout le maintien du projecteur IR Luna sur le T64BM2, à travers lequel se cache la différence majeure qui se trouve à l'intérieur. Si le BM2 conserve le système de conduite de tir originel du T64B, le 1A33 des années 70, avec pour viseur le vieux TPN1 4923, le BM, lui, s'est vu greffer le SCT du T80UD, le 1A45 Irtish, avec notamment son calculateur balistique numérique et automatique, et le TPN4 Buran E, un intensificateur d'image nocturne de deuxième génération, alors qui ne propose toujours pas de vision thermique, mais suffisamment puissant pour pouvoir se passer du projecteur IR, qui est donc retiré. C'est pour toutes ces raisons que le T64BM est selon Jang Chung 15% plus efficace que le T64BV et qu'il est choisi par l'armée ukrainienne, malgré un coût 2 fois plus élevé que le T64BM2. Il entre en service en 2005 avec la dénomination officielle de T64BM Bulat, acier damassé en ukrainien. Mais si à l'origine 400 T64B et BV doivent être ainsi modernisés, le coût et d'importants retards fait que seuls 85 le sont de 2005 à 2014. Pour les 10 prototypes du BM2, ils participent au défilé de 2001 avant d'être placés en dépôt pour 2 décennies, mais leur histoire, nous le verrons, ne s'arrête pas là. L'autre char que Morozov cherche à upgrader dès 1994, c'est le fameux T80UD. On lui greffe la nouvelle tourelle mécano-soudée, plus résistante et sur laquelle est ajouté des modules de blindage Noj. Vous remarquerez également ces 2 boîtiers sur l'arc avant de la tourelle. Il s'agit du système de protection active Varta, qui est un équivalent du Shtora 1 russe. En fait, c'est un brouilleur infrarouge, ce qu'on appelle aussi du soft kill, contre les munitions guidées, ce qui donne cette apparence d'œil rouge lorsqu'il fonctionne. La modernisation touche aussi sa puissance de feu par l'amélioration du système de conduite de tir 1A45 Irtish avec le remplacement de l'amplificateur d'image TPN4 par un Buran Catherine E, un viseur de nuit thermique intégrant des éléments français produits par Thales. Enfin, sa mobilité est aussi améliorée avec le remplacement du 6TD1 de 1000 chevaux par sa version boostée, le 6TD2 de 1200 chevaux, le moteur le plus puissant que l'Ukraine produit. Le T80UD, ainsi modernisé, prend la dénomination de T84 Oplot, bastion en ukrainien, dont le prototype est présenté en 1995 à l'IDEX et adopté par l'armée ukrainienne en 1999. 10 sont produits entre 1999 et 2003, soit une compagnie, que l'on voit défiler ici lors de la parade du 24 août 2001. Sauf que la crise étant passée par là, l'État ukrainien n'a pas pu payer les 4 derniers exemplaires, que Malichev a donc vendus aux États-Unis pour son OPFOR. On voit d'ailleurs l'un d'entre eux sur les routes de l'Arizona en 2025. Afin de répondre à l'appel d'offres lancé par la Turquie, l'Ukraine en profite également pour développer une version du T84 dotée d'un canon au standard OTAN de 120 mm. Le prototype du T84 Yatahan est ainsi achevé en 1999, mais en pure perte, puisqu'Ankara a annulé son projet pour des raisons budgétaires. Le prototype que vous voyez là défiler en 2018 devant 6 T84 Oplot est alors intégré dans les rangs de l'armée ukrainienne. Et en 2009, une nouvelle version upgradée du T84 Oplot est présentée, le T84BM Oplot, parfois aussi appelé Oplot M, avec un blindage dynamique multicouche duplex remplaçant le Noj et un système de conduite qui est amélioré par un viseur thermique panoramique. On a également l'intégration de la navigation par GPS, sans compter des petites améliorations mineures. Un premier lot de 10 unités est commandé. Ces 2 modèles de 48 et 51 tonnes représentent les chars ukrainiens les plus avancés des années 90-2000. Ils sont comparables dans leur puissance au T90A, voire au T90M pour le BM Oplot. Cependant, en raison de leur coût, presque 5 millions de dollars pour le BM Oplot, à un moment où la crise de 2008 est passée par là, eh bien, les contrats budgétaires n'ont pas permis de financer l'intégralité des contrats, si bien que seuls 10 T84 Oplot sortent des chaînes avant 2014, et pour le T84 BM Oplot, c'est encore pire, puisqu'à part le prototype, aucun n'est produit. En fait si, mais pas pour le compte de l'Ukraine, car en 2011, c'est la Thaïlande qui est séduite par le T84 BM Oplot, dont elle en achète 49 exemplaires pour 250 millions de dollars, qui auraient dû être livrés normalement avant la fin 2014. Vous pouvez voir là une délégation de militaires thaïlandais testant leur futur char à Kharkiv sur le site de Malichev. Ce succès commercial, il se double d'un autre en 2013, lorsque la République démocratique du Congo commande 50 T64B1M.
dont on peut dire qu'il s'agit d'un T64BM Bulat Discount, puisqu'il n'est qu'une modernisation minimale du T64B1, avec principalement une augmentation de la protection, grâce à l'installation du blindage réactif Nige sur la tourelle, lui donnant d'ailleurs une forme de secoupe, et des tuiles ERA supplémentaires installées sur les jupes latérales et sur le dessus du char. Mais sinon, en fait, pratiquement aucune amélioration. Par exemple, le système de contrôle de tir d'origine datant des années 1970 reste inchangé. C'est ce qui explique son faible prix, à peine 200 000 $ l'unité, même si en réalité on apprendra plus tard qu'il y a eu là encore une histoire de corruption, avec un prix sous-estimé, des commissions illégales, des irrégularités et j'en passe. Avec seulement 5% d'efficacité supplémentaire par rapport au T64BV, le T64B1M est cependant moins lourd, tout en étant équipé du même moteur, il est donc plus mobile que le T64BM Bulat. Mais dans les deux cas, le processus de vente est interrompu par la guerre en 2014. Les T64B1M, déjà prêts, sont même réquisitionnés par la garde nationale et forment en mars 2015 la compagnie de chars du régiment Azov. Le traité de Tachkent de mai 1992, visant à appliquer le traité sur les FCE, autorise l'Ukraine à conserver 1080 chars, dont 3130 actifs. Mais autant vous dire que ce quota va s'avérer parfaitement inutile, car avec toutes ces ventes durant les années 90-2000, le stock de chars ukrainiens va fondre bien au-delà de celui-ci. Je rappelle que les Ukrainiens disposaient de 5380 chars en 1994. Eh bien, ils ne sont plus que 3980 en 2001, et même si en 2007 les effectifs se maintiennent à 3784 chars, selon Military Balance, en réalité, la part de ceux qui sont placés en réserve dans les dépôts est de plus en plus importante, au point qu'en 2013, selon Fontanellas, les ZSU n'alignent plus que 683 chars actifs. Alors 85 T64BM Bulat, et pour le reste, essentiellement des T64BV, avec un peu de T64B, de T72B et AV, répartis dans les 6 bataillons de chars des 2 brigades blindées, les 8 des brigades mécanisées, et la compagnie de chars de chacune des 4 brigades d'assaut aéromobile. En plus, ces engins de combat sont loin d'être tous opérationnels faute d'entretien, et pilotés par des équipages sous-entraînés, à peine 25% d'entre eux ont un entraînement complet. Et c'est dans cette situation de déliquescence que commence cette guerre du Donbass en avril 2014 contre les séparatistes aidés secrètement par les Russes. Une guerre que je ne vous raconterai pas ici, puisque ce n'est pas le fond du sujet. Je vous rends encore une fois vers cet ouvrage d'Adrien Fontanellas qui fournit un résumé très détaillé des différentes phases de cette guerre. Plusieurs enseignements peuvent être tirés sur les chars durant cette guerre. Alors, je ne parle pas de la période du conflit gelé, de 2016 à 2022, durant laquelle aucun char n'est détruit, mais de la phase mobile de celle-ci, de la bataille d'Ilovaïsk en juillet-août 2014, à celle de Debaltseve en février 2015. Première leçon, le char ne joue absolument pas le rôle voulu par la doctrine soviétique, celui de marteau offensive avec des manœuvres massives. Engagé au fur et à mesure, le temps de remettre en état de combattre des engins pas assez entretenus, il joue plutôt un rôle d'appui-feu dans l'attaque de points de contrôle. Alors un rôle tout de même central étant donné la nature asymétrique du conflit, surtout lorsque les colonnes de blindés ukrainiens, comme ici celle de la première brigade blindée constituée de T64BM Bulat, tentent de reprendre aux séparatistes le contrôle des territoires et lorsque ces derniers manœuvrent les leurs pour encercler les Ukrainiens. L'autre leçon est que les chars ne sont pas assez nombreux, obligeant l'armée ukrainienne à créer dans l'urgence des bataillons indépendants de chars improvisés, comme le bataillon Hypericom, équipé de T64B non modernisés issus des centres de formation, mais qui finira, après la guerre, par devenir un bataillon de chars linéaires de la 54e brigade mécanisée. Autre enseignement, c'est la vulnérabilité de certains chars ukrainiens, alors surtout des T64BV dont la protection active, constituée de contact 1, est complètement obsolète. Ils constituent la majorité des 79 chars détruits entre 2014 et 2015. Des destructions qui sont surtout le fait de l'artillerie d'ailleurs, pratiquement la moitié. A l'inverse, le blindage Noj a fait ses preuves puisqu'il a permis à de nombreux T64BM Bulat de résister et survivre. Mais une performance qui doit aussi à l'utilisation par les séparatistes de vieilles armes anti-chars soviétiques de type RPG, ce qui explique qu'elles ne sont à l'origine que de 10% des pertes. Ajoutons que les T64BM Bulat ont souffert de leur sous-motorisation. Cette première guerre russo-ukrainienne provoque un véritable électrochoc, une prise de conscience de l'État ukrainien. Fini de négliger la défense, les dépenses sont augmentées pour être portées à un niveau situé autour de 2,5% du PIB entre 2015 et 2020. Ce qui va permettre de reconstituer progressivement les effectifs de chars actifs de 2013 et même de les dépasser largement.
Cette montée en puissance se fait d'abord par la réparation des engins endommagés pendant la guerre du Donbass, mais surtout par la revalorisation, par le conglomérat Ukroboronprom, de chars sortis des immenses stocks constitués par les retraits de service successifs depuis les années 90. Le lot de 50 T-64 BM Bulat livré en 2017 illustre ces deux leviers, puisque 36 d'entre eux, dont quelques-uns figurent sur cette vidéo, sont en réalité des chars endommagés pendant les combats de 2014 et 2015, mais restaurés à Malichev. Et les 14 autres sont bien des T-64 déstockés portés au standard BM Bulat. La guerre du Donbass a fait aussi prendre conscience que la masse est nécessaire. Or, la modernisation du T-80 au standard BM Oplot et du T-64 à celui du BM Bulat est jugée trop lente et trop onéreuse. 4,9 millions de dollars et 18 mois pour le premier, 1 million de dollars et 2 mois et demi pour le second. S'opère alors un changement de logiciel. Si avant 2014 l'armée ukrainienne priorisait les modernisations coûteuses, elle a compris que chercher à rattraper l'écart technologique avec la Russie était vain. Si bien qu'à partir de 2016, le choix est fait de privilégier la masse par une modernisation plus ciblée, plus rapide et à moindre coût. Et comme les combats de 2014-2015 ont démontré que les améliorations antérieures à 2014 portant sur la mobilité et les systèmes de tir se sont montrées suffisantes, l'armée ukrainienne décide alors de concentrer désormais sa modernisation sur deux secteurs dont l'obsolescence a au contraire été constatée, la protection et les communications. C'est ainsi que la firme de Kharkiv présente au défilé de 2018 une modernisation du T-64BV selon un standard défini en 2017, raison pour laquelle il est souvent nommé T-64BV modèle 2017, même si attention, ce n'est absolument pas une nomenclature officielle. L'amélioration d'un coût limité à 360 millions de dollars se résumant à l'ajout sur la tourelle de modules de blindage réactif NOJ pour remplacer le contact 1, ainsi que de nouveaux garde-boue, un système de navigation satellite et une radio numérique. Les Ukrainiens en profitent en même temps pour remplacer le viseur tireur de nuit obsolète TPN-1 4923 par le TPN-1 TPV équipé d'un capteur thermique, rendant donc inutile le projecteur qui est par conséquent retiré. Ce qui permet d'une part de gommer un point de vulnérabilité puisque sa présence empêchait le placement de modules de blindage réactifs et d'autre part de reconnaître le T-64BV qui a fait l'objet de cette modernisation. En 2019, Ukroboronprom rapporte que l'usine de blindés de Kharkiv a déjà achevé la modernisation de 100 unités et en février 2022, il serait 235 selon le Military Balance 2022. À partir de 2019, ce sont les T-80BV des troupes aéromobiles et de l'infanterie navale qui font l'objet de la même modernisation que le T-64BV, avec pour conséquence, là aussi, la disparition du projecteur IR. Et puisqu'on parle de T-80, sachez qu'en 2020 est annoncé qu'une douzaine de T-80 UD, parmi ceux restants, stockés dans les réserves depuis 20 ans, seront portés au standard T-84. Déclaration qui ne sera pas suivie d'effet pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Ce qui n'empêchera pas des T-80 UD d'être déployés en 2022. Je vous ai dit aussi tout à l'heure que l'histoire des T-64 BM2 n'était pas finie. Eh bien, en 2020, après 2 décennies d'inactivité dans les réserves, l'armée ukrainienne décide de déstocker les 10 exemplaires pour les moderniser. Le moteur 5TDFM est remplacé par un 6TD1 demi-chevaux, plus puissant mais aussi plus volumineux, avec un compartiment moteur plus haut, ce qui a nécessité le surélèvement de la tourelle par une bague supplémentaire. Et enfin, le char reçoit une capacité thermique avec le TPN-1 TPV permettant de se débarrasser du projecteur IR. La ressemblance avec son frère, le T-64 BM Bulat, n'en est que plus grande, mais une nouvelle différence fait son apparition avec l'ajout d'un 4e panneau de blindage pour protéger l'autochargeur. L'amélioration du premier exemplaire est achevée en avril 2021, les 9 autres sont faits avant 2022. Et comme il s'agit d'accroître au maximum la masse de chars, le processus de modernisation va aussi toucher un modèle dont il a été peu question jusqu'ici, le T-72. Une partie des centaines de T-72A et T-72AV est déstockée et transformée en T-72 AMT, Armia Modernizivani Tank, dont le prototype est présenté en 2017. Là aussi, les upgrades vont concerner prioritairement 2 domaines, celui de la protection, on greffe au char le blindage dynamique intégral NOJ qui le rend si reconnaissable, ainsi que des panneaux de caoutchouc et des grilles anti-RPG autour de la tourelle. Celui de la communication, avec le remplacement de la radio obsolète soviétique par la L3 Laris. Mais comme les T-72A et T-72AV sont un peu plus primitifs que les T-64 et T-80 et qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune amélioration depuis la fin de l'URSS, leur modernisation va être plus large et concerner également la mobilité et la puissance de feu. Mais le but étant de réduire les coûts en se contentant de leur ajouter les éléments légèrement plus évolués du T-72B. Par exemple, le TPN-1 4923 est remplacé par le 1K3.
Le moteur soviétique d'origine, le V-46 d'à peine 780 chevaux, que les 3 tonnes supplémentaires du blindage Noj rend totalement insuffisant, est remplacé par le V-84 de 840 chevaux. La chenille à épingle unique cède également sa place à la double du T-80. Alors ces améliorations sont notables, mais c'est pas non plus le Pérou. Cette fois-ci, ce n'est pas Malichev, mais l'usine des blindés de Kiev qui est missionnée pour cette modernisation, car elle a déjà l'expérience de la modernisation des T-72B exportés en Éthiopie entre 2011 et 2013. La première livraison intervient en janvier 2020 avec un lot de 15 unités et se poursuit, mais à un rythme plus lent que celui des T-80 ou T-64, car les T-72 ne sont pas prioritaires, étant donné qu'ils équipent les unités de réserve et que leur modernisation est plus onéreuse. On est quand même au-delà de 1 million $. Il n'empêche qu'en février 2022, 47 exemplaires sont prêts. Le T-84 est en revanche victime de cette stratégie de massification. Trop cher pour un budget de la défense qui plafonne à 5 milliards $ en 2020, aucun T-84 n'est produit durant cette période et seul un second T-84B Hoplite est achevé en 2021. Mais pour être vendu 7 millions $ aux États-Unis où il va rejoindre les 4 T-84 Hoplite déjà vendus en 2003. Les 6 que possèdent encore les Ukrainiens sont maintenus en dépôt jusqu'à ce qu'en 2017, 5 d'entre eux soient mis en jeu lors de la compétition du meilleur peloton de chars, gagnée par la 14e brigade mécanisée, qui se voit donc transférer les 5 précieux engins. Quant au dernier T-84 Hoplite, tout comme le seul T-84 Hoplite, il est conservé par Malichev comme véhicule vitrine avant d'être intégré à la 3e brigade blindée au début de l'invasion. L'Ukraine parvient même à solder ses contrats puisque le dernier des 49 T-84 Hoplite promis à la Thaïlande est enfin livré en mars 2018, après que le gouvernement du pays est quand même menacé de se retourner vers le fournisseur chinois. Des T-84 Hoplite qui ont connu récemment leur baptême du feu lors du conflit frontalier avec le Cambodge, dont vous voyez ici quelques images datant de décembre 2025. Pour les 50 T-64B1M à destination du Congo, c'est finalement en 2017 que la commande est en partie honorée lorsque 25 exemplaires sont finalement expédiés, faisant de la République démocratique du Congo le seul pays en dehors de l'Europe à utiliser des T-64. On les retrouve d'ailleurs dans la guerre qui oppose l'armée congolaise au mouvement M23. Ainsi, entre 2017 et 2021, ce sont 384 chars qui sont revalorisés. 162 T-64BV et 88 T-80BV par Malichev à Kharkiv, les autres T-64BV par l'usine des blindés de Lviv à partir de 2019 et 47 T-72 AMT dans celle de Kiev à partir de 2020. C'est l'entraînement qui est également mené avec plus de sérieux. Des exercices sont régulièrement conduits, nourris de l'expérience des équipages ayant combattu dans le Donbass, des exercices dont le plus connu est la compétition annuelle du meilleur peloton de chars, où plusieurs brigades envoient un de leurs pelotons, vous voyez celle de 2021. Alors j'adore ce genre de photos car cela permet d'avoir un panorama du panel des chars utilisés dans chaque brigade. Par exemple, on voit un peloton de la 93e brigade mécanisée avec ses T-64BV, un de la 128e brigade de montagne avec des T-72 AMT. Des pelotons qui s'affrontent dans des épreuves de tir, de conduite, de coordination, un concours remporté cette année par la 93e brigade mécanisée. Des exercices qui se font également dans le cadre de l'OTAN, comme le Strong Europe Tank Challenge de 2018 en Allemagne, où vont participer les T-84 Hoplite de la 14e brigade mécanisée. Alors certes, ils repartent avec la cuillère de bois en finissant bon dernier, mais cet apprentissage va mener à des améliorations de la compétition du meilleur peloton de chars en Ukraine. Tout cela va participer à une montée en compétences avant 2022. Ce programme de modernisation low cost, plus ciblé, s'est donc avéré être le bon choix, puisque la situation du parc blindé ukrainien au début de l'invasion russe le 24 février 2022 est bien meilleure que celle de 2014, avec notamment plus de chars, ce qui a permis la création de nouvelles unités mécanisées, telles que certaines de la garde nationale, ou les unités de réserve, qui en temps de paix tournent avec des effectifs réduits à 10%, mais qui entretiennent le matériel nécessaire et qui sont complétés en cas de guerre par la mobilisation de réservistes. C'est le cas de la 3e brigade blindée qui en février 2022 ne comporte que 170 personnels. Mais à combien s'élèvent exactement les effectifs de chars ukrainiens le 24 février 2022 ? Comment sont-ils répartis et organisés ? Selon le Military Balance 2022, les Ukrainiens disposent au début de l'invasion de 987 chars, 5 T-84 Hoplite, 661 T-64BV, dont 235 modernisés, 100 T-64 BM Bulat, 88 T-80BV et 133 T-72, dont 86 T-72B et T-72AV, ainsi que 47 T-72 AMT. Tous ces chars sont répartis de la manière suivante.
858 dans les forces terrestres, 60 dans la branche des forces d'assaut aéromobiles, tous des T-80 BV, et 69 dans les unités d'infanterie mobile. Alors attention, ce nombre de 987 n'est en réalité qu'un strict minimum, car on trouve également des chars dans la garde nationale. Mais faute de pouvoir citer des chiffres précis, l'ISS a préféré par prudence se contenter de citer uniquement les modèles T-64 BV, T-64 BM et T-72. Ce que je peux personnellement confirmer, car en fouillant toutes les archives des pages officielles de ces unités, j'ai par exemple retrouvé ces deux photographies d'entraînement de 2017 et 2021 représentant un T-72 AV et un T-64 BV de la brigade d'intervention rapide, la future 4e brigade de la garde nationale Rubige, comme en témoigne la présence de l'emblème de l'unité. Et là, une vidéo d'un exercice d'un peloton de chars de la même brigade. Et puis, il y a les 10 T-64 BM2 du régiment Azov. Bref, il faudrait donc en réalité ajouter plusieurs dizaines à ce total de 987. Et il ne faut pas oublier le très important vivier de plus de 1000 chars désactivés, pour moitié des T-72, pour l'autre des T-64, sans oublier les quelques dizaines de T-80, dans un état très variable et stockés dans des dépôts dans des conditions qui le sont tout autant. Ils auront une importance déterminante durant la guerre, on y reviendra dans la prochaine vidéo lorsque l'on reparlera du déstockage de certains d'entre eux pour remplacer les pertes. Alors maintenant, comment sont-ils organisés et dans quelle unité sont-ils affectés ? Il faut savoir que l'armée ukrainienne conserve l'organisation ternaire de l'armée soviétique. Une compagnie de chars est constituée de 3 pelotons de 3 chars, plus celui du chef de compagnie, soit 10 chars. Un bataillon regroupe 3 compagnies, en plus de l'engin du chef de bataillon, soit un effectif théorique de 31 chars. Je dis bien théorique car en réalité, les unités sont rarement au complet, comme en témoigne cette photographie d'un exercice d'un bataillon de la 3e brigade blindée, où l'on dénombre seulement 25 chars, alors qu'il devrait en compter 31. Alors les autres, où sont-ils ? Est-ce qu'il n'y a pas assez de chars ? Ou est-ce qu'ils sont là, mais ils sont indisponibles, par exemple, pour des raisons mécaniques ? Ça, on ne le sait pas. Fin 2021, l'ensemble de l'armée ukrainienne comporte, hors artillerie, 31 brigades de manœuvre, dont 7 de réserve, 4 brigades blindées, 15 brigades mécanisées, 4 brigades motorisées, 1 brigade de chasse, 6 brigades d'assaut aéromobile et 2 brigades d'infanterie de marine. En théorie, les brigades blindées comportent 3 bataillons de chars, les brigades mécanisées un seul, et pour ce qui est des brigades d'infanterie de marine et des brigades d'assaut aéroportées, ça se limite à une seule compagnie de chars, tandis que la brigade de chasse n'a absolument rien, et pour les brigades motorisées, c'est plus flou, nous allons voir. Voici un tableau, résultat d'un fastidieux travail que vous pouvez retrouver sur les différents réseaux sociaux de la chaîne. Il présente les différents types de chars présents dans chaque brigade. Alors je commence avec les brigades blindées. Si la première brigade blindée était l'unique opératrice des 85 T-64 BM Bulat durant la guerre du Donbass, une partie de ceux-ci a été transférée en 2019 au 12e bataillon de chars indépendants, qui était en formation, et qui combat de pair avec la 61e brigade de chasse, qui elle était dépourvue de chars. À la place, la première brigade de blindés s'est vue remettre des engins issus des réserves, des T-64 BV et même des T-64B, comme on peut le voir sur cette photographie de 2018, mais qui sont portés progressivement au standard BV avant 2022. Les 17e et 4e brigades blindées sont quant à elles dotées uniquement de T-64 BV. La 3e brigade blindée, unité de réserve formée en 2017, est équipée quant à elle de T-72 déstockés, surtout de T-72B et un peu de T-72 AV. Pour ce qui est des 15 brigades mécanisées, je vais évacuer tout de suite les 4 de réserve dont je peux affirmer qu'elles ne disposaient, début 2022, d'aucun char. Pour les 11 autres, je peux attester la possession d'un bataillon de chars dont la majorité repose uniquement sur des T-64 BV. Alors, quelques exceptions, la 92e, dont une des 3 compagnies de son bataillon de chars est équipée des 10 T-64 BM2, la 14e qui compte également, vous vous en rappelez, les fameux 5 T-84 Oplot qu'elle avait gagnés au concours de 2017, ainsi que des T-72B et AV à partir de 2020. Il en est de même pour la 24e, qui compte également des T-72 AV et même des T-72 AMT à partir de 2021, à l'image de ce peloton de chars. Enfin, les 2 brigades de montagne, elles, ne fonctionnent que sur des T-72, T-72B et AV, mais aussi des AMT pour la 128e. Pour les 4 brigades motorisées, la situation est encore plus diverse.
Je n'ai trouvé aucune trace de char dans la 58e avant 2022. Et pour ce qui est de la 59e, alors j'ai eu une petite discussion avec Fontanellas dessus. Elle n'aurait eu qu'une seule compagnie de T64BV, ce que les différentes photographies que j'ai pu retrouver attestent. Et pour les 56e et 57e, en gros c'est une base de T64BV avec une touche de T72B et AV. Quant aux brigades d'infanterie de marine et d'assaut aéroportées, la situation est au premier abord plus homogène, puisque leur compagnie de chars est équipée systématiquement de T80BV. On le voit sur cette photo de janvier 2022 présentant la totalité des chars de la compagnie de la 35e brigade d'infanterie de marine, où on peut observer que certains ont fait l'objet de la modernisation post-2017, que l'on détecte par le retrait du projecteur infrarouge. Alors ce n'est pas le cas de tous. Là, vous pouvez voir des T80BV de la 36e brigade d'infanterie de marine en 2021. En voici deux de la 25e brigade d'assaut aéromobile en 2020 et un autre en 2021. Ici, 4 autres de la 79e brigade d'assaut aéromobile en 2017 et enfin une demi-douzaine de la 95e brigade d'assaut aéromobile en 2017, en 2018 et en 2020. Mais comme rien n'est jamais simple, certaines brigades d'assaut aéromobile ne sont pas dotées d'une compagnie de chars. C'est le cas de la 46e, parce qu'en janvier 2022, elle était encore une unité de réserve, mais aussi des 80e et 81e, parce qu'elles sont constituées comme des unités d'intervention rapide dont la capacité de projection passe par l'absence de blindés lourds. Enfin, le cas de la garde nationale, qui a été réactivée en 2014, est plus compliqué car posséder un élément cuirassé restait l'exception parmi ces unités. On peut citer les 10 T-64B1M du régiment Azov, dont j'ai déjà parlé. Tout à l'heure, je vous ai démontré la présence de chars dans la 4e brigade d'intervention rapide, un bataillon constitué de T-64BV et de T-72AV. Et enfin, la 3e brigade de Spartan, qui possédait une compagnie de T-64BV, dont on voit un ici cerné d'enfants lors de la journée porte ouverte de l'unité en 2018, des T-64BV dont 3 ont participé au concours du meilleur peloton la même année, et qui ont fait l'objet d'une série de photos lors d'un exercice de tir en 2020, avec sur la page de l'unité un témoignage du chef de char qui a participé à la compétition de 2018. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'histoire des chars ukrainiens de 1991 à 2022, une base qui me servira pour la seconde vidéo où je vous expliquerai l'évolution de ces chars pendant la guerre jusqu'à 2026. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté un nouveau regard ou au moins quelques informations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour me récompenser de mon travail. Merci pour tous vos commentaires que, j'insiste, je lis en intégralité, même si je n'ai pas le temps d'y répondre à tous. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment Twitter, où je publie régulièrement quelques petites études sur ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Voilà, écoutez, à la prochaine et d'ici là, longue vie et prospérité.